Alors Olivier, une première question toute bête et toute simple que je t'aurais posée sur la scène du Capitole. Au fond, quelle est l'origine de ce projet? Dans- On va dire que le point de départ, c'est Juliette Binoche. C'est Juliette qui est, comment dire, qui est un peu l'inspiratrice disons, le point de départ, c'est un coup de téléphone que je reçois de Juliette qui me dit bon alors quand est-ce qu'on fait un film ensemble tout de suite. Alors je dis non, pas tout de suite parce que le processus est un petit peu plus long et un petit peu plus hasardeux, on va dire, que ça, mais je crois que j'ai tout de suite su qu'elle avait raison qu'au fond qu'il y avait un film manquant dans notre filmographie commune et que d'une certaine façon il y avait une frustration, il y avait j'ai tout, du fait de ce qu'on peut avoir d'histoire commune et d'absence d'histoire commune simultanément, l'un et l'autre, parce qu'au fond, il y a un point de départ qui est le film d'André Téchiné, Rendez-vous, qui est le film qui du jour au lendemain a lancé la carrière de Juliette. Bon, il se trouve que moi, j'avais écrit ce scénario avec André Téchiné à l'époque et que c'est sûr que c'est un scénario c'est un film dont le succès, la reconnaissance m'ont bien aidé. C'est-à-dire dans le sens où j'ai fait mon premier film l'année suivante, je dirais dans le sillage du succès de ce film. On aurait pu avoir des carrières beaucoup plus entrecroisées. Il se trouve qu'elles n'ont pas été du tout entrecroisées, elles ont plutôt été parallèles. Bizarrement, c'est-à-dire que c'est pas qu'elles ont divergé, on sait pas. J'ai l'impression que d'une manière différente, l'un et l'autre, le hasard et la nécessité faisant, on a construit un travail, une œuvre qui est à la fois dedans et à côté du cinéma français. C'est-à-dire, il y a toujours eu chez elle, et comme chez moi, l'attirance de ce qui se passe au-delà des frontières, de sortir de la France, de sortir du cadre restrictif et peut-être un peu étouffant, on va dire, du cinéma français, et je dirais même des idées des idées reçues, quoi, enfin qui quelquefois le bloquent, l'empêtrent. Et donc Juliette aujourd'hui a une carrière internationale qui fait qu'elle a un pied dans le monde du cinéma international et un pied en France. Et de la même manière, au fond, moi, mon cinéma, mes films ont été tout à fait reconnus en France, mais on va dire qu'ils ont été encore plus ou mieux souvent reconnus à l'étranger. Donc, au fond, assez bizarrement, on s'est retrouvés l'un et l'autre dans un espace semblable, le temps ayant passé. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant, excitant, stimulant de convoquer un peu les fantômes de notre passé commun, qui n'a pas juste à voir avec le fait de se rappeler d'où on vient, c'est-à-dire du cinéma français, du cinéma d'auteur français, du cinéma indépendant français, mais aussi de la fiction qui s'était construite autour des personnages de ce film. C'est-à-dire que le film racontait les débuts, comment une très jeune fille, trouve en elle la force de devenir comédienne, de porter sur ses épaules un monde de fiction complexe, maléfique, à sa manière. Et j'ai eu envie peut-être de me servir de ça pour donner une sorte de contre-champ, le temps ayant passé pour elle, pour moi et pour cette histoire-là aussi. Mais alors, justement, là, il y a justement un ailleurs voisin, mais enfin, il y a quand même un ailleurs qui est la Suisse. Alors pourquoi tu vas choisir cet ailleurs si proche, au point, si voisin de la écoute, France? je trouve qu'il y a... Ça s'est fait tout seul, donc c'est toujours un peu difficile d'inventer des espèces de justifications a posteriori, mais admettons qu'il y a des pistes, quoi. Par exemple, Rendez-vous, c'est un film où on avait commencé à travailler, enfin André Téchiné et moi, sur la base d'une nouvelle de Schnitzler, Le destin du baron de Leisenbock. Ça figure dans un recueil qui s'appelle La pénombre des âmes. On a laissé tomber au bout de 4 jours de travail. Mais c'était
cette nouvelle de Schnitzler était le point de départ de l'inspiration d'André. Et donc du coup, il y avait sans doute, il est resté un fantôme de cette espèce d'inspiration un peu Mitteleuropa. Hein. Donc c'est pas complètement stupéfiant que quand j'ai commencé à penser à ce film, les fantômes, hein, de la Mitteleuropa du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais aimantés, mais attirés. Ça s'est matérialisé d'une façon assez à la fois étrange et très simple. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite pensé à comment aborder le travail avec Juliette. Aborder le travail avec Juliette, c'était faire ce que n'ont pas fait d'autres cinéastes. Parce que, après tout, ce qui est intéressant quand on travaille avec une comédienne, surtout quand c'est une grande comédienne qui a une carrière aussi ample que celle de Juliette, c'est essayer de voir ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle n'a pas fait, etc. Et je me suis dit, après tout, elle a fait une démarche semblable auprès de cinéastes que j'admire, Abbas Kiarostami, Hossia Hossienne, mais au fond, ils la connaissaient pas comme je peux la connaître, et l'un et l'autre, évidemment, par ailleurs, ne parlaient pas sa langue, ni l'anglais, ni le français. Moi, j'avais cet atout, au fond, d'abord de pratiquer ces deux langues et d'être à l'aise dans l'une dans l'une et l'autre, comme elle l'est elle-même, et puis surtout, il y avait ce passé qui me permettait non pas d'écrire un rôle pour Juliette, mais d'une certaine façon de me servir d'une certaine façon de ce que je perçois, ou j'imagine, ou je fantasme d'ailleurs aussi de Juliette, pour aller vers la fiction. Et je trouvais que c'était un point de départ auquel elle n'avait pas été encore confrontée et que ça pouvait produire quelque chose. Donc, j'ai tout de suite pensé à un rôle de comédienne qui ne serait pas elle, mais qui serait un peu elle quand même, avec lequel elle pourrait jouer de la façon j'imaginais pas qu'elle le ferait d'une façon aussi ludique et aussi malicieuse que ce qu'elle a fait, mais voilà, en tout cas, il y avait la possibilité, il y avait la potentialité de cela. Alors, et il se trouve que simultanément, moi, pour des raisons qui n'ont strictement aucun intérêt, il m'est arrivé d'aller rejoindre des amis en vacances qui régulièrement vont à Sils Maria, en Engadine. En l'occurrence, Serge Toubiana, le directeur de la Cinémathèque française. Et sa femme, Emmanuelle Bernheim, la romancière, qui est une de mes plus vieilles amies. Je les vois tout le temps. Et donc, je vais marcher en montagne avec eux. Un jour, j'ouvre ma fenêtre et je vois passer ces nuages. Je vois passer, c'est très graphique, hein, un truc en effet comme un serpent. Je trouve ça très beau, j'y pense plus. Pas longtemps après, quelques mois après, je regarde un DVD d'un film de Arnold Fanck, donc pionnier du cinéma alpin, hein, un film des années 30 avec Leni Riefenstahl, Storm over Mont Blanc. Selon son titre américain anglais. Et puis il y a un bonus, le phénomène nuageux de Maloja. Je dis tiens, Maloja, mais c'est le village qui est à l'autre bout du lac de Sils Maria. Je regarde. Et tout d'un coup, je me rends compte, au fond, que, d'abord, au-delà de la beauté du film, qui est un film complètement abstrait, il filme que des nuages, des montagnes, des cimes, enfin, ça a une poésie à laquelle moi je suis très sensible. Ça me fait penser, je sais pas, à la peinture japonaise, si on veut. Et je me rends compte que ces nuages que j'ai vus ont été regardés qui sont célèbres, c'est ce que j'ignorais, en tout cas parmi les météorologues, sinon les cinéastes. Et puis surtout qu'au fond, que ces nuages avaient été regardés par Arnold Fanck près d'un siècle auparavant. Ou on peut le dire à l'envers et dire que ces nuages avaient regardé Arnold Fanck comme il me regardait moi-même un siècle plus tard. Et que du coup, ça me donnait... il y avait quelque chose qui avait à voir avec la façon dont le temps s'inscrit sur des choses sur lesquelles le temps n'a pas prise simultanément. Hein. Un nuage, les montagnes, elles n'ont pas beaucoup changé. Et pourtant, ce film marque le passage du temps. Il est en noir et blanc, il est rayé, il est fait d'après un contre-type. Et donc... cette idée du temps, cette inscription du temps qui passe
de l'histoire, des fantômes de l'histoire aussi dans un paysage. Et le désir de raconter cette espèce de vertige du temps hein, dans ma relation avec Juliette ou dans ce que ça veut dire de traverser le temps. Il ne s'agit pas du vieillissement. Je veux dire, de temps en temps, les gens me demandent mais est-ce que vous avez pensé à Ole Barty, tout ça. Moi, pas du tout. Parce que d'abord, pour moi, il ne s'agit pas du déclin. Au contraire, c'est comme le personnage de Juliette le dit elle-même dans le film, à un moment donné, elle ne se sent pas vieille, elle n'est pas vieille, elle a sa carrière devant elle, elle a sa vie devant elle, etc. Mais le temps a passé, le temps s'est inscrit, il faut d'abord l'accepter, il faut en faire quelque chose, on ne peut pas lui tourner le dos. Donc j'aimais bien l'idée de cette femme qui se confronte à cette question, qui est obligée de s'y confronter parce que tout simplement du fait de son travail, à travers son art, qui est le cinéma, mais qui, pour un acteur, est assez proche de la vraie vie. C'est-à-dire qu'un acteur, une actrice qui travaille sur un rôle, il vit aussi les émotions, les sensations, les sentiments de ce rôle. Donc, je trouvais que ça permettait de faire résonner ça dans le paysage. Ça permettait de donner une ampleur à cette histoire qui lui faisait évidemment dépasser l'anecdote du récit, du film. Mais d'où alors ces confrontations qu'il y a énormément dans le film, confrontation entre à la fois les images anciennes de Fanck et les images extrêmement modernes de Google, de YouTube, enfin tout ce qui est vraiment la technologie d'aujourd'hui, et aussi cette confrontation entre acteurs d'une génération qui est Juliette Binoche, et de l'autre côté ces acteurs tellement marqués dans un cinéma très précis, venant d'Amérique, et dans un rapport à la jeunesse, quoi. Disons que, d'abord moi au cinéma, au fond, je ne crois que dans les court-circuits. C'est-à-dire, moi, je crois que le cinéma, c'est l'art du court-circuit. Après, il y a d'autres gens qui pensent autrement, mais moi, j'ai besoin qu'il y ait des éléments hétérogènes. Au fond, c'est l'hétérogénéité qui me stimule, qui m'inspire au cinéma. Mais, en même temps, quand j'écris ce film-là, moi, j'ai l'impression de représenter le monde tel que je le vois, quoi. C'est-à-dire, comment dire ? D'abord, j'essayais de parler du temps. Hein. Donc, au fond, comment s'inscrit le temps ? On peut dire qu'il s'inscrit sur le corps, etc. Mais au fond, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Chacun vit ça. Voilà, oui, c'est vrai. Mais enfin, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Pas tant que ça. La façon dont le temps s'inscrit, c'est dans la façon dont on regarde le monde, ou dont on le connaît. C'est à travers l'expérience qu'on a du monde. Quand on a 20 ans, 23 ans, 24 ans, comme le personnage, comme Kristen Stewart dans La Vie et son personnage, bien sûr, on est en prise avec une sorte de présent absolu, de contemporanéité. On est en prise avec une sensibilité qui est celle d'une époque, une sensibilité qui est celle d'une génération, et on voit le monde à travers ce prisme-là, mais qui est d'une acuité terrible. Quand on est une actrice reconnue, quand on a fait du chemin, etc., on finit par vivre dans le monde de ses propres rêves, quoi. Une actrice vit dans ses propres rêves ou dans ses propres cauchemars, enfin, selon la façon dont on voudra le dire, mais enfin, en tout cas, elle vit aussi dans un monde de fiction, et elle vit dans un monde qui est relativement protégé, qui est celui de la vie professionnelle, qui fait circuler à travers un milieu qui finit par, qui au fond n'est pas si large que ça, qui est un milieu après tout assez petit. Donc au fond, il y a une manière de perdre le fil du dialogue avec le monde présent. Et donc, c'est très important d'y être sans arrêt confronté. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait que Juliette ait en face d'elle quelqu'un qui représente non seulement un état du présent, mais une sorte de présent absolu. C'est-à-dire Kristen Stewart, qui est la plus grande vedette de sa génération, qui est une des jeunes actrices du cinéma américain les plus en vue, et qui du coup présente non pas une approximation de cette question du présent, mais est presque une sorte de point focal de ce présent. Donc évidemment, c'est plus le personnage de Valentine est fort et dans son rapport au monde, plus évidemment il oblige le personnage de Maria à se poser des questions sur elle-même et sur son regard sur le monde et la société.
il y a une dimension importante quand même dans le film qui est le théâtre. C'est-à-dire que ton rapport a toujours été un rapport lié au cinéma, si tu veux, et tout d'un coup apparaît le théâtre dans le projet, dans le scénario, avec aussi tout ce que ça peut évidemment évoquer comme film Bien sûr. qui évoque le théâtre, Bergman bien évidemment, mais moi j'ai aussi pensé à Cassavetes et à Opening Night pour... je sais Oui, pas, mais peut-être si tu veux, moi, il y a des choses qui viennent consciemment, inconsciemment, qui se mélangent, etc. Mais c'est vrai que, d'abord, comment dire, à partir du moment où j'avais envie de faire un film qui était dont le sujet, à partir du moment où je commence par Juliette, qu'est-ce qui définit Juliette? C'est le travail. Juliette, c'est une actrice qui a besoin de travailler, qui aime travailler et qui a besoin de faire son chemin de façon très méthodique, profonde, vers les personnages. Donc, d'autres comédiens travaillent complètement différemment. J'aurais fait un film dont le sujet aurait été par exemple Kristen Stewart. Je crois que ça aurait raconté un rapport complètement différent au rôle, au film et au théâtre a fortiori. Donc le travail, c'est pas la façon dont cette comédienne travaille n'est pas quelque chose qui résume mon point de vue sur ce que c'est que le travail d'une comédienne. C'est quelque chose qui est le regard que je porte sur la façon dont Juliette fait son chemin vers un personnage. C'est elle qui inspire cette méthode. Alors évidemment, à partir du moment où elle travaille sur un rôle, sur un texte, elle a besoin d'avoir une assistante en face d'elle pour lui donner la réplique. Ça va être fatalement une assistante plus jeune. Donc on va être dans une problématique qui sera aussi une problématique de génération, etc. Et bien sûr, en prolongeant le raisonnement, je me dis qu'évidemment, ce qui est en jeu dans la fiction, dans la pièce de théâtre, ça serait intéressant que ça soit quelque chose de semblable. Alors évidemment, ça me conduit non pas à Opening Night, mais ça me conduit à une pièce de théâtre et à un film qui sont Les Larmes amères de Petra von Kant de Fassbinder. Au départ, d'ailleurs, j'ai même envisagé d'utiliser des fragments, et puis ça ne marchait pas du tout. Donc admettons que j'ai écrit ma propre version résumée, condensée, brutalisée un peu de l'anecdote des Larmes amères de Petra von Kant. Mais à partir du moment où le sujet et le travail de la comédienne, c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus clair, de plus net, de plus épuré, à partir du moment où c'est un texte théâtral, parce que le texte théâtral porte en lui la totalité de ses potentialités, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus un médium d'acteur qu'un médium de metteur en scène. Le cinéma, c'est peut-être un petit peu plus, ou enfin tout autant, un médium de metteur en scène. Enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que si elle avait répété, par exemple, un film, elle aurait procédé autrement, ça aurait été une problématique, je dirais, plus trouble, plus incertaine, plus indécise. À partir du moment où il s'agit du théâtre, ça me donne une sorte de ligne droite où évidemment, de façon beaucoup plus naturelle, la réalité et la fiction se mélangent. Alors la première question, en fait, c'est un peu une réponse à ce que Olivier nous a dit hier. C'est évidemment la question sur la naissance du projet, parce que finalement, c'est une longue histoire, enfin qui, si j'ai bien compris, date d'une histoire de rendez-vous, entre guillemets, et qui fait que vous avez toujours eu des liens et que vous avez, au fond, été l'étincelle qui a déclenché le projet. Oui, parce que j'avais envie de faire un film sur le féminin. Et je me suis posé la question avec qui j'avais envie de faire ce film. Et Olivier m'est venu en pensée. Donc moi, j'ai une relation à l'intuition qui est assez forte. Donc j'ai appelé Olivier, je lui ai parlé de l'idée que j'avais, de 3 personnages avec 3 points de vue différents et des femmes. Et il m'a dit, écoute, je vais écrire pendant une dizaine de jours. Et s'il en sort quelque chose, je te tiens au courant. Et à ce moment-là, si ça marche, j'écris le scénario. Voilà. Et à quel moment il a dit que ça marchait et qu'il avait une... Au bout de 10 jours, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, oui, je pense qu'il y a quelque chose là. Donc, écoute, je suis d'accord. Et après, on n'a pas parlé de la production tout de suite. Non, c'était d'abord sur l'écriture. Mais en même temps, le féminin passe par une représentation du féminin, puisque finalement, le film travaille aussi beaucoup sur votre figure à vous, votre figure d'actrice, et au fond, le jeu des actrices. Donc, à quel moment c'est apparu, ça, dans le scénario, et comment vous êtes ressenti de finalement jouer un rôle qui est vous sans être vous, qui est quelque chose qui lui ressemble sans l'être vraiment tout à fait?
Bah, c'est un challenge que j'aime beaucoup, moi, au cinéma, tout quand de jouer entre la réalité et la fiction, mais l'affection aussi. Puisque dans Code inconnu d'Haneke ou Copie conforme de Kiarostami, il y a ce jeu comme ça de fiction et de réalité. Donc ça me plaisait bien, mais je crois que Olivier a été un peu surpris en fait pendant le tournage. Il ne pensait pas que les scènes jouées, que je répète avec mon assistante, allaient être aussi jouées. C'est-à-dire où on ne sait pas quels sont les sentiments derrière. Et c'était pour moi un peu là où j'avais envie d'aller le provoquer et l'étonner. Et je crois que, en fait, au fur et à mesure du film, il s'est rendu compte de ce que le film devenait. Et moi aussi, quelque part, parce que quand j'ai lu le scénario, j'étais provoquée parce que je savais que ça se passait en Suisse et ça me paraissait très bizarre d'ailleurs, ça se passe en Suisse, mais enfin bon, j'étais intéressée. Et bon, bah, j'étais provoquée parce que c'est une actrice, qu'elle elle est obligée de partir de son point de départ, de là où ça l'a révélée, de là où elle a été identifiée, elle a une image forte et de passer à autre chose. C'est c'est une sorte ouais, de mutation intérieure et aussi physique. Donc on doit lâcher pour trouver autre chose. Si on ne lâche pas, on ne peut pas trouver autre chose. Justement, Olivier disait que vous avez amené énormément de choses, enfin, de vous-même, et vous êtes allé dans quelque chose de différent. Enfin, c'est à la fois vous et sans être vous dans la construction de Maria Ender, c'est que vous lui donniez énormément de choses qui l'ont, comme vous l'avez dit à l'instant, beaucoup surpris. Finalement, comment s'est construit ce personnage de comédienne? Ben, c'est-à-dire qu'on avait envie, et on l'a découvert vraiment au fur et à mesure du film, qu'on avait toujours envie d'être à la fois d'un côté dramatique, parce qu'elle doit jouer une femme qui quand même doit tomber dans un sort de désespoir, et à la fois on avait envie que ce soit une sorte de comédie sur la vie, sur la vie d'acteur, parce qu'il y a des situations qui sont drôles, parce que l'ego, il fait c'est comme en avion, quoi, il y a des trous d'air. Donc elle perd par moments pied, et c'est ça qui est drôle. Donc au fur et à mesure du tournage, il y avait cet humour sur ce qu'un acteur peut à la fois croire de lui-même, parce que l'image qu'on lui donne, il y a une sorte d'ego qui commence à gonfler, et puis ça se dégonfle aussi sec, parce qu'il y a une autre génération qui arrive, parce que les choses ne se passent pas comme on les avait anticipées, vues, prévues. Donc c'est toute cette comédie de la vie, finalement, qui fait que ben, la véracité d'une personne, c'est ses contradictions, ses étonnements, là où on n'avait pas prévu. C'est comme la confrontation, en fait, à cette jeune actrice va lui permettre, en fait, de passer à une autre partie d'elle-même, à une autre octave, à une autre profondeur. Elle est obligée de lâcher parce qu'elle peut plus, il n'y a rien qui tient, quoi. Tout lui échappe et finalement c'est là qu'il y a une sorte de tranquillité il y a une autre beauté qui arrive. Il y a aussi une confrontation que vous venez d'évoquer qui est importante dans le film, c'est cette confrontation liée en effet à la jeunesse, qui est cette jeune actrice qui va reprendre autre rôle, mais aussi Kristen Stewart, qui est quand même l'incarnation du nouveau cinéma hollywoodien, si on veut bien, et qui est confrontée à vous. Alors, vous aussi, vous avez l'expérience de Hollywood, d'une certaine façon, en tout cas, oui, plus ou moins. Hein, parallèlement, on va dire. Pas de la même manière, voilà. Et justement, comment s'est déroulée cette confrontation avec une figure qui est une forme d'icône dans un tout autre mode de cinéma, et vous-même? D'une façon très simple, parce qu'à un moment donné, c'est deux êtres humains avec une caméra et dans une écriture, dans un rythme qu'on trouve. Bon, on a beaucoup échangé sur qu'est-ce que c'est être un acteur. Et bon, elle connaissait plus la partie de la jeune actrice qui a cette vie, elle est entourée de paparazzi et de sorte de cours autour de cette notoriété, tandis que moi, c'est vrai que je fais plus partie d'une autre génération qui a pu de temps en temps confronter les paparazzi, mais qui a une vie
moi j'ai plutôt une base théâtrale, donc c'est différent. Je viens d'un milieu où quand on a des bases de théâtre, c'est pas la même chose, quoi. On a d'autres racines. Et on a travaillé d'une façon très simple, on a beaucoup échangé, on a beaucoup ri. Il y a des choses que j'ai appris par elle, des choses de détail. C'est pour ça que pour jouer une assistante, elle était parfaite parce qu'elle sait exactement ce qu'une assistante fait dans cette situation-là. Il y a un autre élément important dans le film, c'est le temps, mais pas forcément la question de l'âge, mais le temps que représente la montagne. Alors comment vous l'avez abordé et comment vous avez découvert cette montagne, cette Suisse qui vous a surpris, vous l'avez dit tout à l'heure dans le scénario d'Olivier? Non, au départ, quand il m'a dit oui, on va tourner en Suisse, je me dis mais quel rapport avec l'histoire et en fait, bon, quand j'ai lu le scénario aussi, ça a un sens. Mon personnage n'a pas d'enfant, elle est en plein divorce, elle veut travailler un rôle. Oui, on peut aller se retirer dans les montagnes, quelque part caché, et aller travailler son rôle. Surtout qu'elle va dans la maison de l'auteur, donc c'est bourré de sentiments. Donc ça se comprend tout à fait, ça. De se retirer du monde pour travailler.